Nous venons de voir comment l'intelligence artificielle peut transformer la façon dont nous apprenons et développons les compétences. Restons dans l'univers de l'IA, mais cette fois-ci dans un secteur particulièrement sensible, la finance, CME. J'ai le plaisir d'accueillir M. Ayman Moatesji, directeur innovation et AI chez BI New Vision, qui va nous présenter une plateforme d'IA souveraine destinée aux sociétés de gestion d'actifs marocaines. C'est bon. C'est Ayman Moatesji. Assalamu alaikum. Merci Majda. En fait, effectivement, donc dans la continuité de ce qu'on avait évoqué hier, justement, c'est l'IA, pas que pour faire de l'IA, justement, et en revenant à la question en tout cas moi j'avais remonté hier, c'est que il faut qu'on parte d'une demande des industriels pour pouvoir développer des solutions innovantes. C'est que ce qu'on a essayé de faire justement avec Ayman Sobhi présent ici dans New Vision, c'est que on a commencé à travailler avec des industriels, notamment le secteur bancaire. Vous l'avez tout à l'heure évoqué, la partie idéation, c'était très important parce que dans le cadre de nos échanges avec un des acteurs de la banque marocaine, on a fait énormément de séances d'idéation, on a rencontré plein de métiers pour essayer de comprendre un petit peu leurs points de douleur et comment effectivement avec l'IA on peut répondre à résoudre ces problématiques-là. Et parmi les différents acteurs métiers qu'on avait rencontrés, il y avait la partie société de gestion au sein de ces banques-là et comment un gérant de fonds, des actifs, notamment les OPCVR, comment l'IA va pouvoir les aider dans leur quotidien. Et on avait compris, c'est que leur source, leur matière première, c'est vraiment la donnée. La donnée, il y a plusieurs typologies de données, on avait parlé hier de la souveraineté. Il y a des données qui doivent explorer. Je vais enchaîner. En fait, il y a de la donnée publique qui vont pouvoir explorer. De la donnée qui est issue de sites officiels comme la bourse, comme les lois instaurées par la banque du Maghreb. Il y a plein de sources que les gérants des fonds des banques ils sont censés récolter pour pouvoir commencer à réaliser leur travail. Bien sûr, toutes ces données qu'ils doivent aller faire de la veille, d'aller récolter, ils doivent la coupler avec leur propre data interne pour pouvoir justement analyser quels fonds où ils doivent investir, où ils doivent vendre, acheter, ainsi de suite. Et c'est de là, en fait, en construction avec ces acteurs financiers, on va dire que l'IA peut avoir un impact énorme ici en matière de gain de temps. Parce que la donnée, notamment la donnée, on va dire, publique, est disponible et le gérant, voilà, j'ai mis qu'il démarre sa journée à 8h30, mais pour qu'il puisse réellement commencer sa vraie apport métier d'analyser les performances, faire les calculs nécessaires pour pouvoir décider qu'est-ce qu'il doit acheter, vendre, ainsi de suite. Je ne suis pas financier, mais j'ai commencé à comprendre un petit peu, mais pour pouvoir décider quel actif sur lequel il doit miser, il doit d'abord commencer par une sorte de récolte de données, de naviguer entre plusieurs sites pour pouvoir travailler. Et là, on s'est dit qu'effectivement, si on lui propose une IA qui va l'aider à aller scraper toutes ces données-là, l'organiser, la nettoyer, de la mettre en propre dans une base de données qu'on va par la suite brancher avec un LLM que derrière le gérant n'a qu'à poser une question en langage naturel, que c'est le LLM derrière qui va pouvoir aller, une fois qu'on a mis en place toute la logique métier, toute la donnée structurée, il va la récupérer. Donc on va avoir un gain de temps énorme déjà sur ces premiers volets de data, on va dire, open data qui est disponible.
Après, effectivement, il y a la partie données confidentielles, c'est-à-dire leurs propres clients, les informations financières sur leurs propres clients, les performances de leurs actifs. Là, effectivement, il y a autre chose à faire. Donc, ils ont à peu près la même idée. Hein. On avait discuté avec un directeur d'une banque d'affaires. Il nous a dit, moi j'ai besoin, à partir de mon smartphone, je pose la question, je sais combien on a fait sur tel ou tel actif le mois dernier ou l'année dernière, j'ai besoin d'accéder à l'information très rapidement. Après, la difficulté, et c'est là où l'innovation peut être soulevée, c'est que les LLM, après ça évolue très rapidement, mais principalement c'était pour générer ou traiter de tout ce qui est documents textuels, ainsi de suite. On avait lancé des travaux R&D il y a 2 ans, 3 ans pour voir comment on peut adapter les LLM pour traiter de la donnée financière. Et effectivement, on avait rencontré ça, c'est là où il y avait un peu de la difficulté, comment, à partir d'une base de données financières qui contient des chiffres, comment on va pouvoir utiliser des LLM pour aider les gestionnaires de fonds, ou pas que, parce que ça c'est un cas d'usage sur la donnée financière, sur la finance, mais que peut être transféré sur n'importe quelle donnée, où on a de la donnée numérique à traiter. Donc, pour revenir au contexte des gérants des fonds, c'est que voilà, ils manipulent énormément de données, la donnée publique, comme j'ai dit, qui est présente dans différentes sources qui sont ouvertes, mais leurs propres données internes, dans leur base de données structurées, où ils avaient plein de chiffres, où il faut voir l'idée comment, avec les LLM, on peut les aider à justement gagner du temps pour leur présenter ces données facilement. Pour ça, en fait, on a pensé à une méthodologie, en fait, à dire qu'il y a deux approches. Il y a les LLM, on va dire, externes, comme OpenAI, comme Anthropic, comme Gemini. Est-ce que effectivement on peut les utiliser directement pour pouvoir traiter ces données? Après, il y a la question de la souveraineté. Les données internes, il y a une règle intransable, qu'il ne faut pas que ça sorte, surtout des données très critiques. Il y a des sociétés de gestion qui gèrent les fortunes du pays avec des noms, avec des montants que absolument il ne va pas sortir. Donc là, c'était le dilemme, comment, parce que les LLM, les API externes sont très puissants quand même. Bien sûr, on les adaptant dans des architectures, parce que si on balance une question à LLM pour avoir une question financière sur les données, la donnée publique, il va pouvoir nous répondre, mais avec des réponses qui ne sont pas parfaitement adaptées au contexte. Donc il y a un travail en amont qui est nécessaire quand même pour rendre le LLM fine-tuné pour qu'il soit un peu plus pertinent, mais par rapport à la donnée interne que j'ai évoquée tout à l'heure, c'était hors de question, donc c'est interdit d'utiliser une API externe. Donc là, on s'est tourné vers les modèles open source pour effectivement voir comment on va pouvoir, en travaillant beaucoup avec les métiers, donc les experts, les gestionnaires de fonds de ces banques-là, pour parce qu'ils ont un certain workflow de travail pour qu'ils puissent atteindre un objectif, pour prendre des décisions, dire voilà, je vais faire ça ou ça par rapport à mon actif. Donc toute cette réflexion, toute cette expertise métier, on a essayé de la mettre en place dans une architecture. On a travaillé avec pas mal d'agents pour essayer de synthétiser cette architecture et limiter finalement l'apport de LLM à cette approche d'aller récupérer la donnée, synthétiser la réponse, mais toute la on va dire l'expertise métier, on a essayé de la travailler avec les experts financiers pour la rendre indépendante un petit peu des LLM. C'est pour ça en fait l'idée de la plateforme IA qu'on a développée, qu'on a déployée, qui est désormais opérationnelle chez cette banque d'affaires, c'est qu'on part sur une architecture hybride qui relie les LLM open source pour manipuler toute la partie données publiques et des LLM open source
Et après, effectivement, open source, cette notion qu'il faut rajouter, vous l'avez évoqué tout à l'heure, c'est aussi la partie GPU, pour permettre de faire tourner. Donc là, on part sur de l'acquisition de GPU avec dans un ici assez fermé pour que la donnée interne ne sorte pas vers l'extérieur. Pour ça, on garantit la souveraineté. Donc l'idée, c'est quoi? On va faire de la souveraineté, mais pas à tout va, mais vraiment là où il faut. C'est-à-dire qu'on peut se permettre d'utiliser des API externes si la donnée est publique, mais l'idée, c'est une fois qu'on a une donnée qui doit être souveraine, c'est là où il faut mettre on va dire, l'innovation pour voir effectivement comment on va pouvoir mettre en place des agents IA avec des modèles open source couplés avec de l'expertise métier, mais dans un environnement souverain. Donc là, voilà, j'ai déjà parlé de cette partie-là, donc voilà, donc je vais répéter, mais c'est important. Donc un LLM externe pour traiter toute la donnée publique, qui est déjà ouverte, toutes les communiqués de Banque du Maghreb, toute la donnée publique qui est disponible, que les gestionnaires de fonds doivent aller, tous les documents PDF qui doivent aller explorer pour connaître le marché, pour faire leur étude sectorielle, connaître les sociétés, comment ils se sont comportés. Toutes ces données-là, il est publié, que ce soit dans le Maghreb, la MMC ou dans des journaux spécialisés. Et après, il y a toute la partie données internes où là, on va appliquer des LLM open source hébergés dans la plateforme de cette banque d'affaires pour pouvoir un petit peu avoir cette architecture hybride. Donc voilà, c'est là où on est fier parce que c'est parti d'abord en France, dans notre centre R&D, on avait commencé à soulever comment utiliser l'IA générative dans la finance. Donc on a publié pas mal d'articles, mais c'était encore en mode prototype. Mais en faisant ce lien avec, c'est là où j'insiste beaucoup, en faisant le lien avec l'industriel, avec la banque, qui nous a effectivement, à travers les ideations que vous avez évoquées tout à l'heure, on a détecté qu'effectivement il y a ce lien-là. On a discuté avec eux pour définir un vrai cas d'usage, de réaliser le port, démontrer que ça marche, mais après, et on a fait le passage vers l'industrialisation, vers le déploiement, vers l'utilisation de cette plateforme IA par les gérants de fonds pour qu'ils puissent l'utiliser dans leur quotidien. Pour revenir à l'impact de cette plateforme IA, ça aide en fait énormément comme j'ai dit, le vrai impact qu'on a mesuré, c'est le gain c'est que au lieu de dire que le gérant il va passer du temps à aller lire une documentation, même si il faut toujours le faire, mais au moins récupérer l'information très rapidement, donc passer parfois 2-3 heures à faire de la veille, interroger la base. Ça aussi, c'est un autre impact, c'est que pour les données internes, souvent les gestionnaires des fonds, ils n'ont pas parce que ce sont des bases de données structurées, notamment Oracle pour le cas de cette banque d'affaires, ils n'ont pas cette capacité technique d'aller requêter en mode SQL pour récupérer les informations. Et donc il y avait ce lien avec les IT. Voilà, moi je veux récupérer telle ou telle information, mettez-moi la requête nécessaire pour pouvoir la récupérer. Donc à travers cette plateforme-là, il suffit qu'il pose sa question en langage naturel et tous les agents derrière qui récupèrent cette question et la transforment en requête SQL, en la couplant avec les règles métiers qu'on a construites avec les gestionnaires de fonds pour savoir quelle information doit récupérer. Et bien sûr, avant de passer à l'industrialisation, il y avait une phase énorme de tests et recettes pour valider les réponses parce que, vous l'avez justement soulevé, on est dans un environnement très, très critique où le presque juste, c'est faux. Parce qu'on manipule des données, on manipule des milliards
de dirhams. On ne peut pas se tromper si on dit que la performance de tel actif normalement était 2%, nous la réponse était 1,9%. Ah, c'est proche, non, c'est faux. C'est faux, ça peut fausser les calculs d'une façon catastrophique. Donc voilà, après effectivement il y a l'autre impact, c'est qu'on a permis à cette banque d'affaires de structurer toutes les informations qu'ils aient dans un seul canal. Et il faut souligner que même ses responsables, notamment le directeur, lui-même il dit moi aussi j'utilise Claude pour faire le travail. Mais chacun, en fait, il utilisait les outils, les LLM d'une façon, on va dire, individuelle, qui n'est pas un peu, comment dirais-je, standardisée, qui n'est pas contrôlée. On ne sait pas ce qui sort comme données. Est-ce qu'on manipule correctement la donnée? Qu'est-ce qu'on donne à Claude comme données? Est-ce qu'on a le droit de le donner? Les aspects sécurité que vous avez évoqués tout à l'heure, ça s'applique ici aussi. À qui on va donner accès? Est-ce que cette personne-là, ce collaborateur-là, a le droit d'utiliser tel ou tel document ou la telle donnée pour solliciter tel ou tel LLM pour avoir l'information? Donc, ce qui a permis cette plateforme, c'est de canaliser tout ce workflow qui soit contrôlé avec des règles de gestion, avec des contrôles d'accès, qui va utiliser quoi, comment, ainsi de suite. Donc ça, et là on est effectivement fiers, c'est que voilà, on est parti d'une unité innovante qu'on a construite avec l'industriel qui est désormais industrialisé, déployé. Ok, super. Voilà. Merci beaucoup CMR pour la présentation. On passe directement aux questions. Est-ce qu'on a des questions? En fait, j'ai une question parce que vous avez échangé justement et vous avez évoqué en fait l'importance justement de la data privacy, la confidentialité dans le secteur financier. Et en fait, dans votre présentation, vous avez distingué deux environnements de LLM en fait, LLM public, LLM privé. Et j'aimerais bien savoir en fait comment vous sécurisez justement que les données confidentielles ne sortent pas en fait dans le LLM public. Puisqu'en fait, voilà, cette problématique est exposée actuellement dans plusieurs organisations, notamment ce qu'ils appellent le shadow AI. Et en fait, comment vous avez mis en place justement ce contrôle pour dire que je sais que cette donnée-là, elle ne va pas être injectée dans le prompt en fait, du LLM public, par exemple? Très bien, très bonne question. Effectivement, en fait, on a répondu de deux façons. C'est qu'on a mis une architecture multi-agent où on a un agent, on va dire, orchestrateur. C'est lui qui va recevoir la question en amont et c'est lui qui va savoir, parce qu'on a séparé les bases de données, toute la base de données qu'on a récupérée de tous les sites qu'on a scrappés, qu'on a mis dans une base de données, on l'a séparée de la base de données interne du client qu'on ne touche pas. Et c'est l'orchestrateur, une fois que la question arrive, avec un besoin spécifique, soit de récupération de données, soit de faire un calcul, parce qu'on leur permet également de faire un calcul par rapport à un actif spécifique, c'est l'orchestrateur qui va pouvoir aiguiller effectivement vers quelle base de données va pouvoir aller récupérer l'information. Ça, c'est la première couche, on va dire, de distinction pour éviter qu'on aille récupérer de la donnée où on ne doit pas le faire. Parce qu'effectivement, sur la donnée publique, une fois l'orchestrateur va solliciter l'agent, c'est un LLM externe qui va être sollicité, notamment, on peut le dire, OpenAI dans un cas de figure. Mais effectivement, déjà le modèle OpenAI n'a pas accès du tout à cette base de données. Donc même si on va dire que l'orchestrateur se trompe en disant que cette question-là concerne la base externe alors que c'est la base interne, donc le modèle OpenAI, l'agent, n'a pas accès aux données. Et nous, on a mis en sorte des mécanismes qu'une fois qu'il n'a pas la donnée, il répond « j'ai pas accès à cette donnée-là ». Donc pour limiter un petit peu les hallucinations des élèves, ou une fois qu'il n'a pas trouvé l'information, il va commencer à piocher dans sa base de connaissances, d'apprentissage pour dire voilà la réponse. Donc on a mis en place de telle façon que le LLM ne soit utilisé qu'au strict ce qu'on lui demande. Donc l'idée en fait, où je vais insister, c'est qu'il faut brider l'utilisation des LLM et de favoriser l'expertise des métiers pour
ce soit le socle. Et le LLM, on l'utilise uniquement dans ce qu'on a vraiment besoin. Et le deuxième cas où on va effectivement attaquer la base interne, c'est qu'on peut, déjà, on n'a pas droit d'écriture ou de modification sur la base, donc on a mis un agent, on va dire, garde-fou. Une fois qu'il reçoit la question en langage naturel, parce que peut-être que celui qui va utiliser cette application soit malveillant, il manipule et dans sa question un prompt soit malveillant. Donc de un, on a mis un garde-fou qui vérifie que la question ne concerne que la consultation, que ceux qui connaissent le mode SQL, donc que la partie select qui doit être générée. Une fois qu'on détecte un update ou un insert, on le rejette. Et aussi, on vérifie que même dans le select, il n'y a pas des injections qui sont réelles. Donc on a mis en place un agent de sécurité que son rôle, donc avant d'aller récupérer l'information de la base, checker que tout est OK, il n'y a pas de problème. Et bien sûr, l'avait mentionné tout à l'heure COC, il y a tout un aspect audit derrière, de pentest et tout ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, donc c'est juste une petite question technique sur l'architecture. Vous avez parlé de l'utilisation d'API. Quel type d'API vous utilisez? Est-ce que vous avez déjà intégré le MCP pour les interfaces? Pour les API, on a intégré, on a deux API, on utilise surtout l'API d'OpenAI, et pour le MCP, c'est pas encore intégré, et c'est effectivement parmi les choses que nous souhaitons développer par la suite. La dernière question avec Simédine. Merci, merci pour la présentation, c'est très intéressant. En fait, j'ai une question, mais elle est composée de deux parties. Comment vous garantissez la fiabilité des données quand on sollicite un LLM pour aller chercher dans des milliers de données avec des systèmes de scrapping et tout? Comment vous garantissez la fiabilité des données, des réponses, et aussi éviter les hallucinations des LLM? On sait très bien qu'il y a des techniques, on stocke des informations dans des bases vectorielles, on peut utiliser système de RAG et tout. Donc est-ce que vous partez dans cette vision architecturale où vous appliquez quelque chose interne ou peut-être un secret de métier? Merci. Effectivement, vous avez raison, c'est une question très pertinente et le domaine l'oblige, la finance, je l'ai dit, on n'a pas droit à l'erreur, notamment lorsqu'on manipule les chiffres. À la limite, effectivement, il y a sur les données, là on est dans le premier volet, on va dire la donnée publique, il y avait deux typologies de données qu'on scrape, la partie, on va dire, textuelle qui est constituée de textes de loi, par exemple, de Banque Maghreb ou de nouvelles consignes. Ça, à la limite, effectivement, on les met en base vectorielle avec des approches de RAG. On arrive à récupérer les informations. Après, il y a toute la partie, on arrive à scraper des données financières. Par exemple, je vais citer le site de l'ASFIM qui publie les performances de toutes les sociétés de gestion au Maroc. Ça, c'est des fichiers Excel qu'on récupère, qu'on stocke dans la base. Bien sûr, pour valider, évaluer les informations qu'on récupère. Donc il y a d'abord un premier check de notre côté, mais un grand travail de validation métier avec la banque d'affaires elle-même. Donc ça pour moi c'est ce rôle humain de contrôle il est primordial, notamment dans des secteurs aussi critiques que la finance. Donc avant de mettre le modèle en production, on est passé par énormément de phases, beaucoup de tests, que ce soit en interne, que ce soit avec les clients, en posant énormément de typologies de questions, en changeant, donc avec énormément d'ajustements, même après le déploiement, l'industrialisation. Donc avant de faire ce passage à l'échelle, donc ça a été utilisé par plusieurs collaborateurs, exactement avec
un contrôle un peu limité pour s'assurer que c'est effectivement fiable pour pouvoir se baser derrière pour prendre des décisions. Bon, merci beaucoup, Seymer, pour cette présentation.